bienvenue dans All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on plonge, si j'ose dire, dans le monde fascinant des épaves sous-marines. Oui, de véritables capsules temporelles. Exactement. Pensez à cette épave phénicienne incroyable près de l'Espagne, 7e siècle avant Jésus-Christ. Ah oui, celle avec la cargaison si variée. Métaux, ivoire. C'est ça, ivoire d'éléphant, ambre de la Baltique, un cliché instantané du commerce antique. Absolument. Et c'est bien plus que du vieux bois ou du métal rouillé, hein. C'est une part de notre histoire. Tout à fait. Mais leur étude, leur préservation, c'est complexe. Très complexe. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en s'appuyant sur différentes recherches et expertises. Notre objectif, comprendre pourquoi on tient tant à ces vestiges et comment on lutte pour les sauver une fois sortis de l'eau. Alors, pourquoi sont-elles si importantes, ces épaves? Bonne question. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent vraiment? Eh bien, elles ouvrent des fenêtres uniques sur le passé. La Mary Rose, par exemple. Le navire de guerre Tudor, Oui, 16e siècle. On n'y a pas juste trouvé des canons, il y avait des objets du quotidien, des instruments de musique, des jeux, incroyable. Ça change la perspective sur la vie des marins de l'époque. carrément. Ça les rend plus proches, plus réels. Et puis, il y a le Vasa. Le fameux navire suédois qui a coulé juste après son lancement. Voilà. Un concentré d'ambition royale de technologie navale du 17e. Et l'épave du Loup-Bouroun. Âge du bronze, c'est ça. Encore plus ancien. Oui, 3000 ans. Avec du cuivre de Chypre, de l'étain d'Asie, du verre d'Égypte. Ça redessine complètement notre vision des échanges en Méditerranée à cette époque. Tout à fait. Ces épaves racontent des histoires. Grandes et petites. Commerce, guerre, savoir-faire. Mais ce patrimoine est terriblement fragile, non? Une fois sous l'eau, Oui, un équilibre précaire s'installe. Mais la dégradation continue. Lentement. on imagine souvent que l'eau protège, mais c'est plus compliqué. Le sel, déjà. Le sel, les gaz dissous, et puis toute la vie marine. Les micro-organismes. Comme ces bactéries qui grignotent le fer du Titanic. Exactement. Et il y a les tarés, ces mollusques qui dévorent le bois. Redoutables. Et le pire, c'est quand on essaie de les sortir de l'eau, c'est ça, hein? C'est souvent là que danger est maximal, oui. On rompt cet équilibre. Le bois gorgé d'eau, par exemple. Sa structure interne est fragilisée. Extrêmement. S'il sèche à l'air libre sans contrôle, il peut se déformer, se fissurer, voire s'effondrer complètement. Le cauchemar des archéologues et des conservateurs. Absolument. Et les métaux ne sont pas en reste. Mm. L'oxygène, les sels, Ça accélère la corrosion de façon dramatique. même la céramique ou la pierre, on les Oh. pense solides. Elles sont poreuses. Le sel à l'intérieur peut cristalliser en séchant et les faire éclater. Et n'oublions pas le changement climatique. Ah oui. Les tempêtes plus violentes, la montée des eaux, ça doit perturber les sites. Énormément. Ça modifie les conditions de préservation. Donc, face à tout ça, Il faut agir vite et bien. exactement. Intervention rapide, informée, documentation hyper méticuleuse et surtout, Maintenir l'humidité, constamment. d'accord, mais concrètement, une fois l'objet sorti, comment on le stabilise? Première étape cruciale, la désalinisation. Pour tous les matériaux poreux. Comment ça marche? Des bains? Oui, des bains d'eau douce très progressifs, dont on surveille la teneur en sel. Puis vient le nettoyage. Délicat, j'imagine? Très. Ça peut être mécanique, avec des outils fins, ou chimique, avec des produits très doux. Parfois, on utilise la cavitation. La cavitation, c'est-à-dire? On crée des microbules avec des ultrasons, elles implosent près de la surface et décollent les concrétions sans abîmer l'objet lui-même. Malin. Et pour le bois? Pour remplacer l'eau qu'il soutenait? Là, la technique reine, c'est l'imprégnation au polyéthylène glycol, le PEG. Une sorte de cire? C'est ça. Une cire soluble à l'eau qui va lentement remplacer l'eau dans les cellules du bois et empêcher leur effondrement au séchage. C'est un processus très long. Et pour les métaux, contre la corrosion? On traite pour enlever les chlorures, souvent la cause de la corrosion active. Par exemple, des bains de sulfite de sodium pour le fer. On cherche aussi des solutions plus high-tech. Comme quoi? Des nanoparticules, par exemple, pour neutraliser l'acidité dans le bois du Vasa. La recherche avance. Une fois tout ça stabilisé, il faut parfois réassembler les fragments, hein? Oui, et c'est un puzzle complexe. On essaie d'utiliser des adhésifs réversibles au cas où. Et là, la 3D aide beaucoup. La photogrammétrie, la modélisation 3D, pour documenter sans toucher. Exactement. C'est précieux pour l'étude et la documentation non invasive. Tout ce travail soulève forcément des questions légales, éthiques. Ah oui, énormément. La question de la propriété déjà. C'est un casse-tête juridique. Ça dépend si c'est dans les eaux territoriales, internationales. Voilà. Et puis, il y a les lois nationales, les conventions internationales comme celle de l'UNESCO de 2001. Qui protègent le patrimoine subaquatique de plus de 100 ans.
c'est ça. Et puis, il y a la différence fondamentale entre l'archéologie Qui cherche à comprendre et préserver pour tout le monde. et la chasse au trésor, qui vise le profit et risque de détruire le site et son contexte. La provenance, l'intégrité du site, c'est primordial. D'où l'idée parfois de ne pas tout remonter, la conservation in situ. Exactement. Laisser l'épave au fond, la protéger sur place. C'est une option de plus en plus considérée quand c'est faisable. Ça évite les risques de l'extraction et du traitement, mais ça demande. Une surveillance et une protection rigoureuse contre le pillage et la dégradation naturelle. Et beaucoup d'éducation du public aussi. En bref, ces épaves sont des témoins incroyables, mais d'une fragilité extrême. Oui, leur sauvegarde est une course contre la montre qui mobilise science, technologie et pose des questions éthiques profondes. Sur notre responsabilité face à cet héritage commun submergé. Et peut-être que cet effort pour préserver ces échos du passé nous renvoie à nous-mêmes, non? Comment ça? Ça nous interroge sur notre propre rapport au temps, à la fragilité de ce qu'on crée et à l'importance de protéger ce qui nous relie aux générations passées dans un monde qui change si vite. Une belle réflexion pour finir. Merci pour cette exploration passionnante. Merci à vous. Et pour nos auditeurs, si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner à All Sorts Podcast sur YouTube. Oui, ça nous aide beaucoup. Découvrez aussi nos autres analyses sur des sujets variés. Et pour ne rien manquer, suivez-nous sur X, Instagram et Threads. On vous y attend.